Ce que je vous propose là, ce matin, c'est donc de, vous montrer un peu, la notion donc de réfraction. Donc, c'est les premières leçons sur l'optique. Donc je vais sûrement revenir un peu sur des notions, que vous avez vues dans les précédents TP. Peut-être avant de commencer le TP26, je vous propose de attendez, je vais juste faire un truc. Impeccable. Je vais lancer le TP25, juste pour vous montrer, ce que j'attendais. Je vais lancer directement la correction. Alors, le TP25, l'objectif du TP25, c'était de pouvoir, obtenir donc, de se rendre compte qu'en fait, il y avait déviation, du faisceau lorsqu'on traverse donc 2 milieux différents, comme on a ici, par exemple, de l'air et là de l'eau, ou du plexiglas. On voit bien que le rayon lumineux était dévié, c'est ce que nous avions vu, nous avions, à peu près, nous en avions parlé il y a 15 jours et c'était le but de ce TP. La difficulté du TP était bien sûr de pouvoir tracer les documents sur Excel ou sur votre OpenOffice ou LibreOffice comme vous aviez, peu importe. C'était vraiment ça mon objectif premier avant de parler de réfraction. Le TP de cette semaine était plus en lien avec la réfraction. Là, vraiment, c'était découvrir. Je vous avais donc proposé à ce titre deux vidéos pour travailler avec Excel ou avec OpenCalc. Comment faire pour tracer le document. Je vous avais présenté la vidéo rapidement pour que vous ne soyez pas tout seul quand vous êtes devant votre ordi. Donc voilà. Certains parmi vous profitent bien des mails pour m'envoyer donc des commentaires, mais d'autres ne le font pas. C'est dommage, parce que je suis persuadé que c'est, et j'en suis convaincu, c'est hyper difficile de travailler seul. Donc comme c'est vachement difficile, c'est bien de me poser des questions par mail. Donc je vois les nouveaux arrivés, s'il vous plaît. Mettez-vous sur Zoom pour partager l'écran, ou peut-être que quelqu'un l'a partagé sur Discord. Moi, je ne peux pas le faire, je suis désolé. Alors, dans ce TP donc, que je vous demandais de voir, je voulais qu'on discute donc de cette déviation du faisceau, comme on a ici, par exemple, un faisceau qui est parallèle et qui va, donc ce sont des rayons qui viennent donc de façon parallèle et qui traversent un milieu différent. Et en traversant ce milieu différent ici du plastique, on retrouve bien que les faisceaux sont déviés. Alors avec la particularité ici comment dire, de l'inclinaison de la paroi là, de ce matériau, où on se trouve donc avec des rayons qui vont à ce moment-là se diriger vers un point. On dira qu'ils vont converger, comme vous aviez pu le voir sur la vidéo, et en convergeant, ils arrivent sur un même point. À ce titre, je vous avais proposé une vidéo qui me semblait sympa, à surtout ne pas faire chez soi, mais dans l'idée, cette personne avait compris qu'en déviant les faisceaux de la lumière, il arrive donc, avec des matériaux simples, il arrive à converger les faisceaux vers un point particulier, comme on voit ici, en fonction de l'inclinaison qu'il va avoir de son panneau. Il arrive donc à rediriger de façon plus efficace. Vous voyez ici, on voit bien, il arrive à rediriger de façon plus efficace les rayons pour qu'ils soient vraiment plus brillants à un point bien précis. Donc tous les rayons du soleil arrivent parallèles au sol, parallèles, si vous voulez, entre eux. Excusez-moi, ils ne sont pas parallèles au sol, hein, on n'est pas le soir, hein, c'est vraiment la journée. Et quand ils arrivent donc vraiment sur le miroir, ils sont obligés, par inclinaison, comme il l'a fait, à se diriger vers un point précis et augmenter foncièrement la température. Vous avez dû pouvoir vous rendre compte, chose qu'il ne faut surtout pas faire parce que très dangereuse. Les températures, ils sont vite très très importants. On voit qu'il arrive donc à faire fondre des objets, tout simplement en montrant, en les faisant converger, comme vous avez pu le voir. C'est quelque chose qui était assez joli à regarder, je trouvais, pour que vous vous rendiez compte vraiment de la puissance avec laquelle le soleil peut arriver sur le sol. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer également cet effet-là qu'on appelle l'effet photovoltaïque, qui est très utilisé. Ça, c'est l'effet positif de cette convergence, donc de la réfraction de la lumière, où les rayons arrivant sur un même point, c'est-à-dire ici les panneaux solaires, on arrive, c'est pas la chaleur qui arrive à le faire en ça, c'est pas l'objectif du TP, mais c'est une application. On arrive donc à dévier suffisamment les rayons du soleil pour qu'ils puissent se converger vers ici. Et ce sont les ultraviolets cette fois-ci. Ce ne sont pas la chaleur, c'est-à-dire les infrarouges du soleil qui sont utilisés, mais les ultraviolets qui, en convergeant, permettent de faire transiter dans ces fils électriques des électrons et on obtient donc un courant électrique. C'est les panneaux solaires que vous connaissez. Donc, il n'y a pas de particularité sur ça. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple? OK.
Ensuite, on a la deuxième chose que je voulais qu'on voit dans le TP, c'était donc le TP 25, Les lentilles convexes sont donc appelées lentilles convergentes. il est gentil. La représentation schématique de cette expérience est la suivante. On va lui couper le son. Merci. Mais parce que c'est m'intéressait. On va parler à sa place, on n'a pas besoin de lui. Donc, dans le TP 25, je regarde rapidement, mais me semble-t-il qu'il n'y avait pas de choses bien précises, si ce n'est d'arriver à établir cette loi qui était à faire dans les exercices, c'est-à-dire la loi qui relie les angles entre eux, un peu sophistiquée, j'en conviens, mais nécessaire pour comprendre. C'est-à-dire, vous avez ici euh, l'angle I1 que fait rayon lumineux avec la verticale n'est pas proportionnel à l'angle I2 qui lui-même est l'angle entre le rayon qui traverse et la verticale. Ce sont les sinus des deux angles qui sont proportionnels entre eux. C'est ce qu'on devait voir dans ce TP numéro 25. Et donc, étant proportionnels, les deux sinus étant proportionnels entre eux, il y avait une constante de proportionnalité qu'on appelle l'indice du milieu et qui est un peu pour poser problème, mais l'indice du milieu, c'est le fait que le matériau ralentisse en fait la lumière et en le ralentissant, eh bien, l'angle est dévié. C'est-à-dire ce qui se passe dans le phénomène d'arc-en-ciel où la lumière traverse des gouttes d'eau. En traversant ces gouttes d'eau, elle est ralentie et elle est d'ailleurs tellement ralentie que chaque couleur n'est pas ralentie de la même manière parce que chaque couleur a son propre indice de déplacement dans l'eau. Et cet indice, c'est ce fameux N2. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des couleurs qui se superposent, se juxtaposent les unes aux autres, parce que forcément, il y a en même temps cette réfraction, donc différente suivant la couleur. Voilà ici, donc, concernant le TP. Est-ce qu'il y a des questions sur ce TP numéro 25? Est-ce que vous voudriez me faire part de questions sur ce TP 25? OK. Alors, puisqu'il n'y a pas de questions particulières, je vais... attendez, je bascule là, excusez-moi. Hop, je vais fermer ça. La conclusion, je laisse faire. Et je vais donc regarder maintenant la suite du TP, c'est-à-dire ce qu'on devait faire aujourd'hui, avec notamment ce fameux QCM qui posait problème parce que mal écrit et de façon volontaire. Alors, ici, pour trouver donc ce que je devais comprendre dans ce TP numéro 26, vous aviez peut-être, il y a des questions peut-être, hein? Oui, il atteint, oui, tu as bien raison. Excuse-moi, Yacine, je n'ai pas vu ta remarque tout à l'heure, mais tu as raison. Il atteint des températures hyper importantes et c'est d'ailleurs vraiment surprenant de voir ce genre de choses. Mais dites-vous bien que ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on vous dit l'été, ne jetez pas des objets dans la nature. Outre le côté polluant, il y a aussi le fait que si c'est un objet transparent, la lumière peut être déviée de façon convergente, comme on vient de le voir, c'est-à-dire se diriger vers un même point et faire brûler un bout de bois, un bout d'herbe sèche, etc. Donc, forcément, à partir de ça, il va falloir faire attention parce que ça peut mettre le feu à la forêt, hein, d'accord? Et alors, je prends le cas de verre transparent, mais on peut très bien avoir le cas d'une canette où l'arrière de la canette a une forme un peu bizarre, d'accord? On dira qu'elle a une forme concave, comme vous avez pu le voir dans le texte du TP. Concave, ça veut donc dire simplement qu'elle est particulière, comme on a là, c'est-à-dire légèrement arrondie, vous voyez, et elle peut diriger les rayons lumineux d'un côté ou de l'autre, et en les dirigeant, elle peut très bien créer ce genre de problème. Il faut faire vraiment attention de ne pas mettre n'importe quel objet à l'intérieur. Alors, vous avez donc dû remarquer qu'il y avait donc deux types de lentilles, ce qu'on va regarder. Je vais le mettre là. Je vais laisser celui-là qui m'intéresse. Excusez-moi, je vais juste me retrouver dans mon travail. Alors, on me dit dans ce TP26, la correction, je vous la mettrai sur le Padlet, hein, comme toujours. J'attendais de faire le cours pour le faire. Pourquoi la lentille que l'on utilise dans le TP est une lentille qui est convergente? Eh simplement, comme on vient de le dire, les rayons lumineux, comme on le voit sur le dessin en dessous, sont rassemblés vers un même point.
on avait à ce titre-là deux types de lentilles à voir. Une première qu'on appelle la lentille convexe, appelée lentille convergente, ou la lentille concave. Et la lentille concave, vous voyez, avec ses côtés plus rentrés vers l'intérieur, alors que là, c'est le côté plutôt sorti. Alors, la petite astuce, ici, la convexe ressemble à ce symbole-là, et la concave ressemble à ce symbole-là. Alors, l'astuce, en fait, excusez-moi, mais c'est juste, regardez, si vous voyez de plus près la pointe de la flèche, comme vous voyez ici, elle est dirigée comme ça, tout comme on a sur la lentille convexe, on a le même type de chapeau, entre guillemets, où on a le même dessin, vous voyez, de pointe vers l'extérieur. Pour la lentille concave, c'est l'inverse, on a la pointe vers le bas du chapeau, et dans le dessin, on a également cette même représentation, excusez-moi, ça s'est décalé en faisant le tableau, j'ai décalé mon dessin, mais c'est pas grave. La pointe de la flèche, elle est dirigée vers le bas, et là, ici, on a la pointe également dirigée vers le bas. Donc ça, c'est comment retrouver une lentille convergente, convexe, ou une lentille plutôt concave. Donc c'était l'effet avec notamment l'effet loupe de la lentille convexe qui permet de voir plus gros le texte et la lentille concave qui permet de voir plus petit. Alors oui, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose, Khadija? N'hésitez pas à parler, hein, ça pose pas de problème. S'il y a quelque chose, vous mettez le micro en marche. C'est sûrement une erreur de manip, peut-être, Khadija, mais n'hésitez pas, ça sera avec plaisir, hein. N'hésitez pas. Donc, la lentille que l'on voit, ici, cette lentille qui permet de voir de plus petit, c'est que c'est donc une lentille qui va être donc concave, alors que si on avait l'effet inverse, qu'on voit un peu plus bas, un peu plus loin, je ne sais plus exactement où c'est, on voit grossir le texte. Et si on voit grossir le texte, à ce moment-là, c'est que la lentille, donc, elle est convexe. Donc voilà le dessin d'une lentille divergente avec des rayons lumineux et la construction qui est très difficile pour nous. D'accord? Elle n'est pas de notre ressort. Elle est intéressante qu'on la voit. Et comme vous pouvez le voir dans l'appellation du fichier de YouTube, on le retrouve en première, tout ce texte-là. Donc tout ce qu'on vient de faire en seconde, ben, vous le retrouverez également l'an prochain, quelle que soit, voyez, la première dans laquelle nous travaillons. Donc c'est pour ça que c'était intéressant que vous travaillez avec donc sur ce texte-là, puisque quelle que soit la première, même les premières technologiques travaillent sur ça, avec donc différentes possibilités. Surtout en ST2S, il y a plus qu'en STI2D. Ensuite, donc, il y avait un QCM qui était à travailler, et donc le QCM a posé problème à beaucoup d'entre vous. Alors, on va y travailler, et après, on reviendra sur la construction des rayons après, hein. Alors, ici, on me propose encore du cours, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux, voilà. Alors, le premier QCM. Une lentille divergente est une lentille dont un côté est plat et l'autre est creux. Alors, on peut très bien avoir ce phénomène-là. S'il y a un côté plat et l'autre qui est creux, c'est bien qu'on se retrouve avec ce genre de dessin pour une lentille concave. La lentille concave, je vous rappelle, étant une lentille divergente. Donc, ce dessin correspond bien à concave et à divergente. Donc, le premier QCM, le A était bon. Ensuite, B, une lentille dont le côté est plat et l'autre bombé? Non, puisque vous voyez bien que lorsqu'elle est bombée, c'est une lentille convexe, c'est-à-dire une lentille qui est convergente. Une lentille dont les bords sont moins épais que le centre? Non, du tout. Encore une fois de plus, les bords, s'ils sont moins épais que le centre, je me retrouve avec ce type de lentille. Ce n'est donc pas une lentille concave, ni une lentille divergente. Et le dernier, où plein de gens sont tombés dans le panneau, alors, ce n'est pas moi qui ai fait le QCM, mais ça me semble évident que là, il y a une faute flagrante de français, hein. Une lentille dont les bords plus ou moins épais que le centre, ça ne veut rien dire. Donc, cette phrase-là, puisqu'elle est, elle est fausse, moi je dis, enfin qu'elle est fausse, puisqu'elle est très mal écrite, elle est porte à confusion. Pour moi, elle est fausse, elle n'est pas possible. Prenons le QCM numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions sur le 1? QCM numéro 2. Pour une lentille, tout rayon incident passant par le centre optique émerge parallèlement à l'axe optique, ou sinon, tant qu'il passe par le centre optique, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, c'est l'occasion d'utiliser l'animation, ou sinon je vous avais mis différents liens vers des vidéos, mais je préfère vous montrer l'animation à y être.
vous remarquez que le seul rayon, il y a un seul rayon qui passe par le centre optique, qui est ici. Et vous voyez que où que je mette cet objet, ici, où que je le déplace, le rayon du milieu passe toujours par le même point. Jamais il ne change, lui. Donc, si je regarde, la seule possibilité qu'il y ait, c'est que quand il passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Il ne peut pas être dans n'importe quelle direction, il ne peut pas être arrêté, il ne peut pas de nouveau sortir de façon parallèle. Je vous le remontre pour que vous le voyez bien. Vous voyez ici, j'ai beau le bouger dans toutes les directions, et je vois bien que là, à ce moment-là, il n'est pas dévié. Donc le QCM2, c'était bien la partie B. Des questions? Chemin le plus court, attends, est-ce que tu parles bien de la même chose? Je ne sais pas. Oui, non, le chemin le plus court, c'est si tu veux, à la limite, pourquoi pas? Oui, si tu veux, ça ne me gêne pas de le dire. La lumière n'étant pas déviée, forcément, elle n'a pas un trajet plus long à faire pour aller d'un point à un autre. Hein, moi, j'essaie de me mettre dans ce que je viens de dire. Pour aller de B1 vers B2, tu as bien raison, c'est le chemin qui est le plus court, hein. Mais vraiment, c'est la notion de déviation qui compte. Alors, je veux simplement vous faire le rapprochement. Avec des lunettes, ce n'est pas le cas de notre TP d'aujourd'hui, mais pour que vous compreniez, si vous avez des lunettes, quand vous allez chez l'ophtalmo, il vous fait placer vos lunettes sur les yeux. Et puis, après, vous allez chez un opticien. Et l'opticien prend un appareil pour vous le mettre sur les yeux, si vous l'avez déjà remarqué, pour centrer vos lunettes. Mais en fait, il faut vraiment que ce centre optique de votre lunette, qui est représenté par cette flèche ici, ça c'est le verre de votre lunette, et là ici, c'est quelque part, on va faire simple, c'est l'image qui va être dans votre œil. Je vais faire simple, ce n'est pas le but encore. Ben, quand on voit ça, il faut forcément que le rayon qu'il traverse ne soit pas déformé, hein. Vous l'avez bien remarqué, si vous bougez vos lunettes vers le haut, vers le bas, vous allez voir votre vision de votre écran ou autre qui va être déformée. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que porter des lunettes est des fois pas agréable parce que selon l'inclinaison de nos yeux, on va voir différemment les extrémités, les bords de notre champ de vision. Et donc, c'est dérangeant, hein. Maintenant, revenons donc au QCM numéro 3. Un rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente. Voyons ce qui se passe. Donc un rayon incident, c'est le rayon qui arrive. Donc c'est ce rayon qui est en haut. Vous voyez, je vais le faire en plus grand là. C'est le rayon en haut, il est parallèle à l'axe optique, qui est ce dessin-là. Et parallèle à l'axe optique, il sort donc de la lentille, il émerge, voilà le texte, en passant par quel point? Alors je fais comme tout à l'heure, je le bouge dans tous les sens, et je vous rends compte que quand il bouge dans tous les sens, si vous observez bien ce point à cet endroit-là, vous voyez que quand il bouge, ben, le rayon qui sort passe toujours par F'. D'accord? En passant toujours par F', ben, à ce moment-là, on va dire qu'il passe par le foyer du côté de l'image, qui était bien l'élément qu'il fallait voir. Ici, ça c'était l'image. Donc, le rayon incident, parallèle à l'axe optique d'une lentille, émerge en passant par son foyer image. C'était la A qui correspondait. Est-ce que vous avez des questions? Pour la 3, c'est fait. Pour la 4, ici, c'est un petit calcul qu'il fallait faire. Une lentille a une vergence de +8, donc sa distance focale vaut. Alors, si la distance focale si la vergence vaut 8, à ce moment-là, je reviens un peu plus loin en avant. Et donc, c'est les éléments qui nous permettent de travailler. Vous aviez, je reviens, hop, j'avais oublié d'arrêter, excusez-moi. Voilà le calcul qu'il nous propose. Les ophtalmos, les opticiens, l'ophtalmo c'est le doc, et l'opticien c'est le marchand, utilisent donc la vergence, c'est-à-dire le terme marqué en dioptrie ici, c'est en regardant 1 divisé par f', qui est cette fameuse distance focale. Alors voyons, revenons sur ce dessin, et nous avons sur l'écran, comme on va le voir dans d'autres éléments, vous voyez bien que, si vous l'avez utilisé, la distance qui m'intéresse, cette fameuse distance OF, ce qu'on appelle la distance focale, ben, elle est la même de ce côté que de ce côté. Donc, si c'est la même, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la distance focale. Et vous voyez, je peux, dans cette animation, ce qui était sympa, c'est que je pouvais la modifier, la mettre dans tous les sens pour mélanger côté objet, côté image.
Donc ça, c'était des cas difficiles qu'on vous verrez que l'an prochain. Nous, on ne voit que les cas simples où l'objet, il est dirigé un peu avant. Vous voyez, toujours, il doit être placé avant ou au pire, placé sur le foyer côté objet. Donc, ce n'est pas évident à maîtriser ce genre de vocabulaire, mais donc c'est bien ce qu'on me demandait de voir. Ici, simplement, si je connais la fameuse vergence, il fallait que je fasse 1 divisé par ce chiffre pour trouver la distance focale. C'est ce qu'on me demandait dans le QCM numéro 4. Mais je suis allé trop loin. Alors, comment on va faire? Alors, hop, et oui, ça bug. Alors, pourquoi je ne peux pas revenir en arrière? Ouais, je ne sais pas, je me suis trompé, non? Et bien, voilà, on y arrive. Donc, dans ce calcul, on me demandait, mais il le fait exprès. Si j'ai une vergence de plus 8, il fallait que je fasse 1 divisé par plus 8. Excusez-moi, j'espère que vous avez raccroché. 1 divisé par 8. Et je ne peux pas obtenir 8, forcément. Je n'obtiens que 0,12 passé en faisant 1 divisé par 8 avec la calculatrice. Et 1 divisé par 0,12, c'est pareil que de faire 0,12 donc mètres. C'est équivalent à écrire 12,5 centimètres. Donc, ce QCM était vraiment pour ça, pour qu'on voit tous ces calculs ici proposés. Le dernier, pareil. Si maintenant on a la distance qui vaut 5 centi, il fallait le passer en mètres, ce qui faisait 0,05. À ce moment-là, je crois avoir marqué, je l'ai mis, je pense. Je n'ai pas mis les détails du calcul, mais s'il le faut, je le ferai. 1 divisé par 0,05. Et là, à ce moment-là, en faisant ce calcul-là, j'obtiens bien. Donc, le calcul, on me demande d'obtenir un calcul. Donc, c'est une vergence. Donc, ça ne peut pas être une longueur. Ça ne peut être que celui-ci ou celui-là. Et donc, 1 divisé par 0,05 mètres, ça me donne 20 sur la calculatrice. Autrement dit, c'est 20 dioptries, le résultat qu'il fallait arriver à trouver dans ce calcul. Est-ce que vous avez des questions? Alors, dans le texte donc, du TP, on me demandait ensuite de déterminer et de tracer un graphique pour réobtenir ceci. Et donc, pour obtenir ce genre de travail, je vous ai demandé donc, de voir la première des choses, c'est cette notion, donc, 3 rayons particuliers. Et ces 3 rayons particuliers, je vais vous les remontrer ici. Vous deviez les avoir dans le texte du TP. Alors là, ces exercices. Je me suis trompé, excusez-moi. Je vais rapidement me mettre sur ce qu'il faut faire. Je vous avais mis donc le cours proposé dans le livre et je le dis franchement, il est vrai qu'il n'est pas évident de comprendre tout seul ce genre de notions et c'est bien que vous écoutiez. Si vous voulez bien poser des questions, ça serait parfait, mais c'est parce que ce n'est pas évident de comprendre tous ces mots qui s'enchaînent entre eux. Alors le premier, on me dit voilà, les rayons, donc on va remettre en même temps l'animation pour que vous voyez et pour qu'on ait un visuel un peu des deux choses en même temps. Hein. Alors, juste le temps de la manip. Voilà. Donc, vous avez sur les deux écrans, là ici, les deux choses à voir. Premièrement, un rayon qui passe par le centre optique ne subit aucune déviation, c'était le cours. C'est bien le rayon sur lequel je suis en train de passer en ce moment. Il passe par le centre optique, ce rayon incident qui arrive, il passe par le centre optique et il n'est pas dévié. Le deuxième, le rayon arrivant parallèlement à l'axe optique, ici c'est le rayon du haut, il arrive parallèle à l'axe optique, qui est le trait bleu du milieu, émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Ce foyer image, c'était bien le foyer ici écrit F'. Le rayon passant par le foyer objet de son côté, ici, donc c'est le rayon qui passe par le foyer ici F, côté objet,
émerge parallèlement à l'axe optique. Donc, quand il sort de la lentille, il émerge, c'est-à-dire qu'il sort, hein, comme s'il y avait un objet qui sort de l'eau, on dit qu'il émerge. Hein, un iceberg, il y a la partie émergée qui est en dessus de l'eau et la partie immergée qui est en dessous de l'eau. Hein, c'est un parallèle, une métaphore par rapport à l'eau. Il émerge parallèlement à l'axe optique, c'est bien ce côté-là, il est bien parallèle à l'axe optique ici. Et donc, on retrouve, grâce à ces trois rayons que l'on trace, vous avez dû vous rendre compte de la difficulté en le faisant, si on le fait avec la version papier. Hein, moi, je suis à l'aise de le faire avec une animation, mais la version papier ou au tableau, des fois, ce n'est pas si évident parce qu'il faut être bien précis, il faut faire vraiment bien des parallèles bien nickel pour arriver à avoir un dessin qui soit nickel. Hein. Et donc, on voit que les trois faisceaux qui partent du même point ici vont à trois endroits de la lentille et se rassemblent à un même point qu'on appellera le point image. Et si on regarde bien, ce point image est le même, c'est pour ça que le point A1, c'est le même que le point A2, d'accord? Puisque c'est son image des deux, comme vous le feriez en maths, hein, c'est une histoire de symétrie, hein, d'accord? Le A1, il est symétrique du point A2, qui est la croix ici, hein, et le point, par contre, B1, lui, il faut le trouver par construction pour placer le point B2. Donc, au travers de ça, je vous demandais de tracer sur votre TP le dessin qui est là. Et donc, comme je vous disais, je vous montre une version numérisée, forcément, vous en doutez. Je suis plus à l'aise en vous montrant quelque chose de dessiné. Donc, on voit les faisceaux qui, en traversant, arrivent à un point bien précis. On me dit, est-ce que l'image, elle est agrandie ou rétrécie? Eh bien, on voit bien ici, est-ce qu'elle est droite ou renversée? Je vois bien que l'objet, il est dirigé vers le haut. Et là, le dessin que je fais, la flèche, elle est dirigée vers le bas. Et étant dirigée vers le bas, ça veut donc dire qu'elle est inversée. Elle est de longueur plus petite que la longueur de départ. C'est la même chose que ce que vous pouvez trouver si vous êtes curieux. Je vous ai mis exprès des liens vers le livre pour que vous voyez. Dans votre livre, vous aviez donc un dessin, une image, là qu'on peut voir. Cette image, elle montre qu'il y a sur un papier deux flèches dans le même sens. Et lorsqu'on met à deux distances différentes deux verres, eh bien, on peut voir soit la flèche dans le même sens, soit le voir dans le sens inverse. Donc ça, c'est intéressant parce que ce genre de choses, c'est qu'on a inversé l'image, c'est tout simplement ça, hein, simplement en inversant le verre ou en mettant un liquide différent éventuellement, hein, ça peut être ça la notion, et bien à ce moment-là, en inversant, on arrive donc à avoir la possibilité de voir de façon inversée. Alors ce dessin-là, vous l'avez déjà remarqué, en réflexion, par exemple, dans un rétroviseur, et que vous regardez dans le rétroviseur, si vous êtes en train de passer le code, peut-être vous l'avez déjà vu à l'école, mais sinon dans la voiture de vos parents, vous avez dû remarquer qu'on voit à l'envers les lettres des ambulances et des choses comme ça. Mais c'est le même principe, hein, le fait de regarder dans un milieu différent, c'est-à-dire le miroir, il va y avoir inversion donc, de la position de l'image, et c'est pour ça qu'on a l'impression de voir la flèche dans l'autre sens alors qu'elle était bien au bon endroit. C'est une illusion d'optique. C'est ce que je voulais vous montrer en précisant ça. Ensuite, on me demande donner la taille. Alors, la taille, comment je fais? Eh bien, je suis obligé de regarder les carreaux et je vois bien ici que sur le carreau, on a un objet qui fait 4 carreaux, c'est-à-dire, donc, si je prends cette échelle-là, 2 fois 0,5 et 2 fois 2 petits carreaux, donc ça faisait 1 cm de haut. Et ici, vu qu'on n'a que 0,5, ça fait que donc c'est un seul carreau, ces deux petits carreaux là, ça fait donc 0,5 cm. Donc l'image, sa taille, ça va être donc 0,5 si l'objet fait euh, 1 cm. Pour les distances, on a la même chose, puisqu'on me demande de trouver avec l'échelle les différentes distances. La distance OA, vous voyez que si ça fait 5 cm, si cette échelle est juste, il y a deux carreaux qui représentent 5 cm. Donc je vois que j'ai une fois 2, 2 fois 2 carreaux, ça fait donc ici entre O et F, j'ai bien 10 cm. Ensuite, j'ai 15, 20, 25, 30 cm, qui est l'échelle pour placer la distance OA. Donc, je compte le nombre de fois qu'il y a de petits carreaux et je fais mon rapport avec mon échelle qui est au-dessus. Est-ce que ça vous va? Vous avez des questions? Pour la distance OA'. La distance OA', pareil, je vais donc de A vers OA' avec 1, 2, 6 petits carreaux. Il y a 6 petits carreaux entre O et A', donc ça veut dire qu'il y a 3 fois ce dessin-là. Autrement dit, il y a 15 cm.
quelle est la taille de AB? La taille de AB, c'est donc les deux hauteurs, comme on l'a dit. Donc, ça me fait 1 centimètre. La taille de A'B', nous l'avions dit tout à l'heure, c'est moins 0,5. Alors, pourquoi moins? Parce que j'ai voulu essayer de mettre en avant le côté inversé, hein, de voir que ça allait bien vers l'arrière. Voilà. On a ici la notion donc de grandissement que vous avez pu voir. Le grandissement, c'est le fait de rétrécir ou de agrandir une image. Et quand on dit le mot grandissement, c'est qu'on joue sur la taille, en fait, hein. On joue sur la taille et en même temps, on compare. Voyez. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous marquer en mettant ce chiffre-là. Euh, Quand on veut faire une division, en fait, quand on va faire une comparaison. Et mon exemple, excusez-moi, qui peut être un peu facile, mais lorsque je dis je suis 2 fois plus grand qu'un tel, c'est que simplement j'ai divisé à peu près ma hauteur par la hauteur de la personne avec qui je me compare. Et donc, ce 2, c'est une comparaison. J'ai bien fait une division entre les deux. C'est ce que l'on fait quand on fait le grandissement, on divise deux longueurs. Alors, il y a deux possibilités. Soit on travaille avec les deux distances horizontales, c'est-à-dire la distance entre le centre et l'objet, ou sinon entre le centre et l'image, entre O et A'. On peut diviser ces deux rapports puisque ce sont deux distances horizontales, ou je peux aussi diviser les deux distances qui sont verticales en prenant toujours le même principe, c'est-à-dire je vais m'organiser pour prendre dans le même ordre les positions image sur objet et je dois obtenir chaque fois le même chiffre. D'ailleurs, avec le signe moins qui apparaît, d'accord? Donc, c'est parce qu'on a bien un sens inverse, hein. Je me rappelle, excusez-moi, lorsque je vais de haut vers A', je vais dans un sens, et quand je vais de haut vers A, je vais dans un sens inverse. Quand je vais de A' vers B' ou de A vers B, je suis en deux sens différents. C'est pour ça que j'ai fait apparaître un signe moins. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas vu. Attendez, je me mets sur Discord, on va voir s'il y a des questions. OK. Continuons avec la fin du TP. La fin du TP, donc, où on a pratiquement fini. Je demandais de travailler sur l'animation pour le faire et donc de mélanger les différentes valeurs pour obtenir. Donc, si maintenant vous avez compris et que vous voudrez essayer, ben, je vous laisserai le fichier corrigé juste pour que vous puissiez voir comment ça marche. C'est juste le jeu d'utiliser l'animation. Ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps non plus, je ne voudrais pas être pénible. Je vais essayer de vous montrer un peu le début des exercices et après, je vous laisserai travailler éventuellement seul dessus. Et je vous proposerai pour la semaine prochaine de vous travailler sur l'électricité. Aujourd'hui, je ne vais pas attaquer, ça ferait trop de notions. Commencer un peu d'approche sur l'électricité d'ailleurs, qui fait partie également des programmes de première. C'est pour ça que je m'attache à vous faire travailler à cette fin de mois de mai sur les notions dont on a vraiment besoin pour la première, quelle que soit votre filière. Donc, dans notre livre, on a donc des exercices. Donc, et le premier exercice qu'on me demande, je l'ai fait de double raison. D'un côté, pour que vous utilisiez ce lien pour aller voir un peu comment fonctionnait le livre si vous ne l'aviez pas encore fait. Et si vous avez pu, vous pouvez très bien avoir droit d'utiliser donc la version enrichie qui est d'ailleurs corrigée pendant le confinement. Elle est gratuite. Donc, il suffisait de le télécharger. D'accord? Je vous laissais faire pour que vous le fassiez de votre côté. Énoncer les lois de Snell-Descartes, pas de problème, puisque les lois de Snell-Descartes, c'est le fait de lier le sinus d'un angle avec le sinus de l'angle qui est donc réfracté, comme on peut voir à côté. L'angle incident, c'est l'angle qu'il y a entre la verticale appelée la normale à la surface de séparation appelée dioptre, et ce rayon incident qui arrive sur cette surface est dévié avec un angle différent. Je n'ai pas dit ni plus petit ni plus grand, tout dépendait des exercices que vous aviez à faire. On me demande ensuite, quand on me propose donc, dans le cas de certaines valeurs, il suffisait simplement de relier les grandeurs entre elles, de mettre les chiffres à la place des différentes lettres, et on trouvait donc l'indice de réfraction du milieu. Là, ici, dans cet exemple, on me retrouve donc un milieu I2 sans qu'il y ait donc de questions données de façon particulière. Est-ce qu'il y a des questions?
L'eau possède un indice de réfraction et celui du plexiglas est un milieu différent, dans lequel des deux milieux, la lumière se propage-t-elle le plus rapidement. Donc pour ça, il fallait se servir donc, de ce qu'on avait vu dans la précédente chose. Je vous ai mis un petit texte pour que vous voyez. Quand l'indice est plus grand, ça veut donc dire, le plexi par exemple, vous voyez que l'indice est plus grand. Donc forcément, on va dire que plus l'indice est grand, plus la vitesse sera petite. Alors pourquoi? Parce que si l'indice de réfraction est plus grand, ça veut dire qu'il y a plus d'obstacles. Imaginez-vous ici un ensemble de points, d'accord, de la matière, comme s'il y avait plein de points partout. Et s'il y a beaucoup trop de points, la lumière va être gênée par tous ces points, tous ces obstacles, comme si ces points étaient une forêt d'arbres. Et plus il y a d'arbres dans une forêt, plus vous savez qu'il va être difficile de courir en ligne droite de façon efficace. Donc la lumière arrive à se faire un chemin assez facilement, mais il peut être des fois difficile à obtenir. Donc forcément, si la matière est trop dense, l'indice va être donc plus important et la vitesse va être plus petite. Donc je vous avais montré ça dans le TP 25. Voilà ici donc pour le début des premières choses. Je pense que c'est les questions qui me sont revenues le plus souvent comme étant difficiles. Je vous propose maintenant de passer à l'exercice que j'ai récupéré avec donc dans un autre livre où vous pouvez voir donc les connaissances à obtenir. Comptez le nombre de dioptres rencontrés par la lumière lors de la traversée de cette lentille. Donc les dioptres que vous obtiendrez, c'est chaque fois c'est la surface de séparation entre un milieu et un autre. Donc là j'ai de l'air et là j'ai un milieu, qu'il soit de plastique, du verre ou autre chose, et je vois bien que la lumière est déviée. La même chose, la matière est plastique ici, puis d'un coup on passe dans l'air, la lumière est de nouveau déviée. Donc si elle est déviée à nouveau, forcément il y a des dioptres. Donc ici il y a 1, 2 dioptres. Ici il y a bien 1, 2 dioptres. D'accord? Calculer l'indice du verre constituant la lentille et l'indice de l'air dans lequel se trouvent ces deux éléments. Et pour faire ça, je vous ai proposé d'utiliser la loi donc, de Snell-Descartes et de juste vous proposer, ce n'est pas un calcul, vous voyez, je pense que certains ont cru par rapport aux questions que j'ai vues qu'il fallait calculer cet indice. Non, il fallait juste comparer les deux valeurs, c'est-à-dire lequel est le plus important. Je vois par rapport aux déviations que les indices étant différents, je vais donc avoir un indice donc, dans le plastique ou dans le verre qui est plus important que dans l'air. C'était ce qu'il fallait voir. Est-ce que le verre est un matériau homogène? Oui, il est homogène puisqu'on voit bien que le trait, si je fais un zoom, vous l'avez dû le faire, le zoom, on voit bien qu'on a des traits droits. Et le matériau ne se dévie pas de façon incurvée dans un matériau homogène. Vous vous rappelez, on avait parlé des mirages la semaine passée, et dans les mirages, la lumière n'est pas droite, elle est incurvée parce que la matière n'est pas homogène, la température n'étant pas la même partout. Ça va, je vous en dis pas trop, c'est pas trop pénible. Alors je vais pas, bon, je vois donc, vu le nombre de questions que vous me posez, je suis assailli de questions. Vu le nombre de questions, je ne vais pas trop vous embêter, je ne veux pas faire ça. Je voulais voir s'il n'y en avait pas sur Discord. Bien sûr, il peut y avoir plus de dioptres et il peut y en avoir tant qu'on veut. Les dioptres, ça va être des surfaces de séparation. Donc la lumière, elle peut être déviée de façon multiple. Par exemple, tu vas le retrouver quand on va dévier à l'aide de plusieurs miroirs, on va dévier plusieurs fois la, la lumière. L'exercice donc suivant était un exercice qui utilise de nouveau. Il y a une question? Non? Ok. Schéma d'une lentille. Ça, c'est aussi pareil. La question était trop simple, donc elle a gêné. Trop simple parce qu'en fait, on me demandait de faire un dessin simple où il y avait la lentille. Une fois qu'on avait bien compris le TP, qu'on avait vu les vidéos que je vous avais données, il semblait que c'était. Mais pour en être bien sûr, je préférais vous mettre cet exercice avant de passer à des questions plus difficiles. Ça me semble évident. Donc, le symbole d'une lentille, c'est bien deux flèches qui sont pointées comme là vers le haut, d'accord, hein, pour rappeler, comme le sens du verre dans la lentille convexe.
Et ensuite, représenter des foyers. Donc, il fallait voir que la distance entre les deux foyers devait être la même. C'est tout, aussi simple que ça. Enfin, simple ou pas, il faut me dire. Le tracé des rayons lumineux, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une lentille convergente, on voit ici son foyer objet. Donc, tout rayon qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe. Donc, on retrouve deux rayons parallèles. Si le rayon arrive sur la lentille parallèle à l'axe optique, il va converger en passant par le foyer image. C'est ce qu'on a bien de ce côté. Les rayons passent tous les deux par le même point qu'on appelle le foyer côté image, foyer image. Et deux rayons qui passeraient par le centre optique ne sont pas déviés, et n'étant pas déviés, ils continuent tous les deux leur chemin en allant dans la même direction, c'est-à-dire en allant tout droit. Dans l'exercice suivant, on me demande d'organiser, déterminer les faisceaux lumineux qui arrivent pour être comme ça. Donc forcément, pour arriver, sortir de façon parallèle, il faut forcément qu'ils passent par le foyer côté objet, ce qui donne ce dessin-là, deux rayons qui passent par le côté objet et ressortent bien parallèles à l'axe optique. Ici, on voit bien que dans ce deuxième cas, les rayons sortent de la lentille en passant côté image. Donc s'ils arrivent par le foyer image en un même point, ça veut dire qu'ils sont arrivés tous les deux parallèles à l'axe optique. Si les rayons sortent n'étant pas déviés, puisqu'ils sortent du centre optique, eh bien, forcément, on va avoir deux rayons qui arrivent comme ça, en arrivant par le centre optique et ne sont pas déviés, continuent leur marche tout droit, comme vous l'avez ici et là. Je pense avoir fait à peu près l'ensemble des difficultés qu'il y avait à voir. L'autre exercice était un peu plus sur le calcul, avec donc la notion de calcul donc, dans les différents cas de… Excusez-moi, je vais arriver là, voilà. On me demandait dans le cas là, une fois le dessin fait, de retrouver la notion de grandissement. Je retrouve bien A', B' qui sont inversés par rapport à AB, et j'ai donc un grandissement qui va être négatif, puisque la distance ici, elle est négative, et là, cette fois-ci, elle est positive. Alors, la particularité, on voit ici le dessin un peu plus grand, l'image un peu plus grande que l'objet. Si elle est plus grande, on doit forcément trouver un grandissement plus grand que 1. Dans le cas numéro 2, on retrouve l'inverse. On voit une image qui est plus petite. Si elle est plus petite, je vais trouver un grandissement plus petit que 1. Et même chose, si j'ai mon objet ici qui est à la même dimension, c'est un cas particulier. Et ce cas particulier fait que donc on a un grandissement identique. Ça peut arriver, hein, une lentille qui ne modifie pas, si ce n'est inverser la position des deux. Je vous rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le bouquin, si je peux y arriver. Voilà. Et voilà, dans l'image qui était là, c'était bien ça. L'image qui est là, on a bien le cas où les deux flèches sont de même dimension, mais elles sont inversées l'une par rapport à l'autre. C'est bien qu'on est dans ce genre de configuration où simplement l'image a pu être inversée pour le cas du bas. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire sur ce que l'on vient de voir? Alors, la difficulté qu'il y ait, bien entendu, c'est que on se retrouve donc à travailler sur quelque chose de pas trop évident, hein, mais ces vidéos, elles sont là pour vous diriger dans le bon sens. Donc, les vidéos de YouTube que je vous donne, c'est vraiment pour que vous découvriez à chaque fois. Moi, je vous conseille de le faire tranquillement. Vous en prenez un petit peu, vous le faites et puis après, vous voyez. Surtout que, je le répète, ce que je vous propose, c'est pas pour vous être pénible, vu les circonstances. C'est vraiment mon objectif est de vous montrer ce que vous allez trouver l'an prochain. Et dites-vous bien que si on vous accepte le passage en première, il faut que vous ayez quand même un niveau qui soit quand même relativement suffisant. Sinon, l'an prochain, vous allez crouler sur les difficultés. Rappelez-vous qu'en première, il y a une épreuve qui s'appelle les E3C. Cette épreuve, c'est une épreuve de bac qui compte pour le bac. Cette année, ça a été perturbé, mais il y en a deux pendant l'année, et donc ça va très vite, puisqu'il y en a une qui est fin du second trimestre, grosso modo, hein, je fais simple, et l'autre qui est début du troisième trimestre. Donc, le second trimestre, il arrive très vite. Et si vous attendez la rentrée pour vous mettre à bosser, vous verrez que vous serez en difficulté. Donc là, surtout, s'il vous plaît, ne perdez pas pied en essayant régulièrement de vous mettre un peu dans le boulot. Si vous faites également
envoyez-moi des questions, envoyez-moi vos avancées, que je vois où vous en êtes. C'est juste, j'aime bien savoir ce qu'il en est. Je vais le faire à l'ancienne, c'est-à-dire je vais le faire un peu sous le côté un peu pénible, menaçant, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire, à menacer. J'arrive pas à y avoir accès, je vais le faire là. Euh, Ici, je vous montre ce que je fais chaque fois, que je fais mon travail. Je réponds individuellement à tout le monde. Chaque fois qu'il y a eu besoin, je l'ai fait. Et je remplis un tableau où je mets tous les travaux de chacun. Donc, vous voyez, mon tableau, il est loin d'être plein. Et je vous dis que dans 3 semaines, c'est moi qui vais remplir donc les bulletins. Voilà, je vous le dis, je vous dis rien. C'est pas l'objectif que vous fassiez, donc que vous soyez à la recherche, j'allais dire, de sanctions. Hein. Je ne vais pas sanctionner personne, mais dites-vous bien que dans mon bulletin, qui va être difficile à faire, hein, je mettrai, moi, à participer au Discord, n'a pas participé, a fait des exos, n'a pas fait des exos, a tout fait ou n'a rien fait. Voilà mes remarques. Donc, ne soyez pas choqués par les formules que je mettrai dans le bulletin. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour finir? Donc, je vais mettre la vidéo donc, de l'enregistrement sur YouTube. Et donc, à partir de là, j'espère que vous aurez la possibilité de revoir éventuellement les notions pour faire les exercices, m'en renvoyer. N'hésitez pas, je vous ai mis le lien vers le livre exprès pour que si vous voulez faire des exos, faites-les. Même si je vous ai proposé la correction, si vous voulez en essayer un autre au pif et me montrer ce que vous avez fait, eh bien, super, ce sera avec grand plaisir que je pourrai regarder vos travaux. Si vous n'avez pas de remarques, on se retrouve la semaine prochaine, lundi ou mardi. Je ne sais pas, on verra en fonction du nombre de réponses que je vais avoir dans la semaine. Je pense que mardi, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir le lundi pour y travailler un peu plus et m'envoyer des documents éventuellement le lundi pour que vous ayez le week-end un peu de libre. Donc voilà. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là. Donc une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Bonne journée à tous.